Bonjour, je m'appelle Belbachir Mohamed, je suis externe en sixième année médecine. Aujourd'hui, on va voir le topo d'endocrinologie sur l'item hypothyroïdie. On va commencer par un rappel physiologique. Comme vous savez que la TSH est une hormone d'origine hypophysaire, elle est sécrétée par l'antéhypophyse. Elle va elle seule stimuler toutes les étapes de la biosynthèse des hormones thyroïdiennes à partir de la thyroglobuline. Premièrement, il y a l'entrée des acides aminés type tyrosine au niveau des thyréocytes, incorporation puis synthèse de la thyroglobuline. En même temps, il y a l'entrée d'iode à partir d'un canal actif secondaire qui s'appelle NIS, puis la iodation de cette prohormone par la thyroperoxydase ou TPO stimulée toujours par la TSH, puis réentrée ou endocytose de cette prohormone iodée et formation des deux hormones T3 et T4 qui vont agir pratiquement dans tous les tissus périphériques. La T3 qui est l'hormone active et la T4 ou thyroxine qui va être convertie en périphérie en T3. Sur le plan clinique, il y a les signes d'infiltration et les signes d'hypométabolisme. On va les expliquer selon le mécanisme physiopathologique. Il faut savoir que les hormones thyroïdiennes augmentent le métabolisme énergétique. Diminution des hormones thyroïdiennes va être à l'origine d'une diminution du métabolisme énergétique. Par conséquent, une production de la chaleur qui est diminuée. Également, une sensibilité au froid, une diminution de l'appétit. Les hormones thyroïdiennes stimulent l'érythropoïèse, une diminution des hormones thyroïdiennes, diminution de l'érythropoïèse, donc il va être à l'origine d'une anémie sur le plan biologique. Deuxièmement, et leur action sur les lipides, il faut savoir que les hormones thyroïdiennes stimulent la lipolyse. Une diminution des hormones thyroïdiennes, il y aura une altération de la lipolyse avec par conséquent un surpoids expliqué sur le plan physiopathologique par une dégradation ralentie des VLDL avec une diminution de la sécrétion de la bile. Donc le mauvais cholestérol sera augmenté, l'hypoprotéine type VLDL augmenté et le cholestérol également, qui va expliquer l'hypercholestérolémie sur le bilan biologique qui va être à l'origine d'une athérosclérose. Sur le plan hépatique, il y a une synthèse de protéines diminuée, une émulation des médicaments diminue aussi, les sources du glucose sont aussi diminuées, la glycogénolyse et la néoglycogénèse, qui va être à l'origine d'une hypoglycémie. Il y a aussi les signes d'infiltration type myxœdème, expliqués par un dépôt des glycosaminoglycanes, ce qu'on appelle mucine, lors d'une diminution des hormones thyroïdiennes, avec une filtration d'albumine et une rétention de sodium qui sera diminuée à l'origine des œdèmes. Donc on aura des effusions, une voix rauque, des troubles de langage, un visage lunaire, un syndrome de canal carpien. Sur le plan cardiovasculaire, il y a une diminution du débit cardiaque qui va être à l'origine d'une bradycardie. La force ou la contractilité du cœur, c'est-à-dire l'effet ionotrope, est diminuée. Notez que la bradycardie est parmi les signes les plus fréquents de l'hypothyroïdie. Sur le plan néphrologique, il y a une circulation rénale diminuée, une filtration glomérulaire diminuée aussi, un transport des électrolytes diminué aussi, qui va être à l'origine d'une rétention d'eau et de sel. Sur le plan neurologique, il faut noter que les hormones thyroïdiennes stimulent la production de la pompe Na+, K+, ATPase, donc une diminution des hormones thyroïdiennes, diminution de la production de cette pompe qui va être à l'origine d'une diminution de l'excitabilité neuromusculaire avec des troubles de la sensibilité, une altération du développement cérébral avec une dépression, à l'origine aussi d'une perte d'audition, d'une hyporéflexie, d'une apathie, d'une dépression, de troubles de la conscience qui peuvent aller jusqu'au coma. Sur le plan staturopondéral et osseux, surtout chez l'enfant, il y a un retard de croissance avec une fermeture retardée des cartilages de conjugaison avec une diminution de la somatotropine qui va être à l'origine d'une petite taille ou ce qu'on appelle aussi crétinisme. Sur le plan gastro-intestinal ou proprement digestif,
il y a une diminution de la mobilité intestinale à l'origine d'une constipation et d'un reflux gastro-œsophagien. En récapitulatif, il y a les signes d'hypométabolisme, neuropsychique à type d'asthénie de ralentissement, hypothermie, frilosité, prise de poids, perte d'appétit, une bradycardie sur le plan cardiovasculaire, diminution de la consommation de l'oxygène par le myocarde, qui va être à l'origine d'un syndrome coronarien, des péricardialgies, il faut savoir poser de diagnostic, longueur d'effort et aussi la péricardite myxidémateuse. Sur le plan digestif, il y a la constipation ou la disparition d'une diarrhée préexistante. Sur le métabolisme, il y a baisse de la température avec perte de la sudation et de la soif. Aussi, on peut avoir une aménorrhée secondaire par hyperprolactinémie via la TRH. Il faut savoir que lors de la diminution des hormones thyroïdiennes T3 et T4, il y aura un rétrocontrôle au niveau hypothalamo-hypophysaire sur la TRH. Sur la TRH, la TRH se trouve augmentée. L'augmentation de cette TRH, elle va elle-même stimuler la production de la prolactine, PRL. La prolactine se trouve augmentée, on aura une hyperprolactinémie. Il faut savoir que cette hyperprolactinémie, elle est sans gynécomastie. Aussi, chez l'enfant, il y a des troubles de développement staturopondéral. Sur le plan cutané et phanaire, il y a une peau qui est pâle ou jaune, sèche et squameuse, des cheveux secs et cassants, des lèvres cyanosées. Il y a le myxœdème cutanéo-muqueux. On avait expliqué qu'il est dû à un dépôt des glycosaminoglycanes induit par une diminution des hormones thyroïdiennes au niveau de la peau, à l'origine d'une peau infiltrée à un faciès lunaire, au niveau dorsal des mains, à l'origine d'un syndrome de canal carpien, au niveau des paupières, à l'origine d'un œdème palpébral, au niveau des muqueuses, la muqueuse laryngée à l'origine d'une VAROC, de la muqueuse des voies auditives à l'origine d'une hypoacousie, au niveau de la langue à l'origine du macroglossie, des signes neuromusculaires à type d'enraidissement, de crampes, de myalgie, endocriniens à type de galactorée par augmentation de la prolactine secondaire à l'hypothyroïdie. La galactorée, elle est sans gynécomastie. Il y a les troubles des règles à type d'anovulation, d'oligoaménorrhée, des troubles de la libido, d'infertilité. Donc, devant un couple infertile, il y a une possibilité qu'il y ait derrière une hypothyroïdie. Sur le plan neuromusculaire et neuropsychique, il y a un état dépressif. On avait dit que tout est ralenti, donc un état dépressif, devant un état dépressif, il faut penser à la thyroïde. Avant de condamner un patient ou patiente en psychiatrie, doser la TSH. Il y aura par la suite d'autres signes myogènes, un syndrome myogène, à type de myopathie proximale avec des CPK élevés, un syndrome d'apnée de sommeil. Un point sur le coma myxidémateux, il faut savoir que lors de l'hypothyroïdie, il peut y avoir un coma calme hypotonique avec majoration des signes d'hypothyroïdie, avec majoration de l'hypothermie, de l'hypotension, de bradycardie et de bradypnée, favorisé par une agression le plus souvent à type d'infection. Savoir aussi que sur le plan biologique, on peut avoir une hyponatrémie de dilution, c'est-à-dire que le secteur extracellulaire, il est normal, et l'anatrémie se trouve basse lors de l'hypothyroïdie. Il faut savoir aussi que très rarement on a le tableau clinique complet d'une hypothyroïdie, c'est-à-dire c'est très rare d'avoir reçu une patiente jeune âgée de 40 ans par exemple, avec des cheveux cassants, avec des angles striés cassants, des œdèmes des membres inférieurs qui ne prend pas les godets, une voix rauque, une macroglossie, un syndrome dépressif. C'est très rare d'avoir le tableau clinique complet. Donc, il faut savoir évoquer une hypothyroïdie en moindre doute, c'est-à-dire lorsque vous suspectez une hypothyroïdie, n'hésitez pas à demander une TSH, c'est-à-dire le dosage de la TSH en moindre doute, surtout en première intention.
en première intention en cas de syndrome dépressif, de syndrome démentiel, d'une constipation chronique c'est-à-dire une constipation chronique plus de 6 mois, un syndrome d'apnée de sommeil, une anémie normo ou macrocytaire A régénératif, parce que les hormones thyroïdiennes stimulent l'érythropoïèse, l'anémie elle est arégénérative. On peut avoir tout type d'anémie, mais surtout garder en tête qu'elle est arégénérative, surtout normo-macrocytaire. Devant un syndrome de canal carpien, n'hésitez pas à demander une TSH. Devant un syndrome myogène avec des CPK élevés, devant une hyponatrémie à secteur extracellulaire normal, devant une dyslipidémie, surtout une hypercholestérolémie. Il y a deux types d'atteintes donnant une hypothyroïdie, soit atteinte de la glande, ou ce qu'on appelle hypothyroïdie primaire ou hypothyroïdie périphérique, ou atteinte hypothalamo-hypophysaire, ou hypothyroïdie secondaire. Dans le cadre de l'hypothyroïdie primaire, il y a une augmentation de la TSH, mais il y a deux situations. Soit la T4 libre se trouve normale, on parle d'hypothyroïdie frustre ou hypothyroïdie infraclinique. L'hypothyroïdie, elle est biologiquement active, mais sur le plan clinique, il n'y a pas grand-chose, c'est-à-dire il n'y a pas des signes parlants d'une hypothyroïdie. Sur le plan biologique, lorsqu'on a une diminution de la T4 libre, on parle d'hypothyroïdie patente, c'est-à-dire parlante sur le plan clinico-biologique. Dans le cadre de l'atteinte hypothalamo-hypophysaire, il y a une diminution de la T4 libre et il y aura l'inverse, deux situations. Soit la TSH elle est basse, l'atteinte elle est hypophysaire. Soit la TSH elle est légèrement élevée, mais la fraction élevée, elle est biologiquement inactive. Donc l'atteinte elle est hypothalamique. Les données épidémiologiques sont autant nécessaires que les données cliniques en termes d'hypothyroïdie. La femme, elle est plus touchée que les hommes, surtout elle touche le sujet jeune, mais aussi le sujet âgé. Le syndrome de Turner est un facteur de risque de développer en concomitance une hypothyroïdie, aussi la trisomie 21, le diabète auto-humain ou en général un terrain d'auto-immunité. Les signes biologiques possibles lors d'une hypothyroïdie. On peut retrouver une anémie normochrome, normocytaire arégénérative. On peut retrouver une hyponatrémie à secteur extracellulaire normal ou hyponatrémie de dilution. On peut retrouver aussi une augmentation des enzymes musculaires, évoquant un syndrome myogène secondaire à cette hypothyroïdie, augmentation des CPK, des LDH, de l'azate et de l'aldolase. Une hypercholestérolémie également, avec augmentation du mauvais cholestérol ou LDL. Un mot sur l'association hypothyroïdie maladie auto-immune fréquente. On peut avoir une hypothyroïdie avec une insuffisance urinienne chronique, type par exemple hypothyroïdie d'Hashimoto, dans le cadre d'un syndrome de Schmitz. On peut avoir une maladie cœliaque associée à l'hypothyroïdie. Il faut l'évoquer lorsqu'il y a les symptômes de l'hypothyroïdie, mais à la place de la constipation, il y a plutôt des diarrhées avec un syndrome de malabsorption. Il faut évoquer aussi la maladie de Biermer en cas d'hypothyroïdie auto-immune dans le cadre d'une anémie macrocytaire. Mais on avait dit que l'hypothyroïdie peut donner tout type d'anémie, c'est-à-dire macrocytaire, normocytaire, arégénérative, dosé par la suite les anticorps antifacteurs intrinsèques, anticellules pariétales, mais selon le cas. C'est-à-dire on ne va pas systématiquement devant une anémie macrocytaire demander des assais antifacteurs intrinsèques, anticellules pariétales, mais selon la situation, selon le patient, selon le terrain, selon les comorbidités, selon les antécédents, l'histoire de la maladie, les facteurs de risque. Il y a plusieurs classifications des étiologies des hypothyroïdies primaires. On va se contenter sur la classification selon l'auto-immunité, c'est-à-dire en deux volets, thyroïdite auto-immune ou chronique lymphocytaire et thyroïdite non auto-immune. Il y a plusieurs étiologies, on va citer les principales et on va les expliquer une par une. Il y a les thyroïdites auto-immunes ou chroniques lymphocytaires, thyroïdite d'Hashimoto, la thyroïdite atrophique et la thyroïdite auto-immune du postpartum. Dans les thyroïdites non auto-immunes, il y a la thyroïdite subaiguë de Decker-20, la thyroïdite sans anticorps et la thyroïdite iatrogène.
Premièrement, il y a la thyroïdite d'Hashimoto. Concernant cette pathologie, il y a une infiltration lymphoplasmocytaire de la thyroïde à l'origine d'un goitre avec une lyse cellulaire. C'est pour ça il y a l'inflammation. L'évolution, elle évolue soit vers l'atrophie, la plupart des cas. En cas de croissance rapide du goitre ou de zone pseudonodulaire, il faut évoquer un lymphome. C'est très rare, environ 1% de cette pathologie évolue vers un lymphome, mais il faut savoir l'évoquer. La clinique de cette pathologie, c'est souvent une femme âgée de 40 ans avec des antécédents personnels ou familiaux d'auto-immunité. C'est un argument de fréquence, c'est la première cause d'hypothyroïdie en France. C'est souvent un goitre irrégulier, ferme, voire ligneux, c'est-à-dire la nature du bois, hétérogène, parfois volumineux. Sur le plan biologique, il y a une augmentation des anticorps anti-TPO, souvent augmentés. S'ils sont négatifs, on dose les anticorps anti-thyroglobulines qui se trouvent positifs. À l'échographie, on peut avoir un goitre hypoéchogène, voire hétérogène, avec de la fibrose, avec des plages pseudonodulaires, une vascularisation augmentée initialement. Notez que à la scintigraphie, il y a l'aspect endamné qui est caractéristique mais qui n'est pas nécessaire. La thyroïdite atrophique ou myxœdème idiopathique. Dans un premier cas de figure, c'est une évolution de la thyroïdite d'Hashimoto avec une augmentation des anticorps anti-TPO avec une thyroïde petite dystrophique. Dans un deuxième cas de figure, c'est une augmentation des anticorps anti-récepteurs de la TSH ou ce qu'on appelle TRAB avec une thyroïde petite régulière. Cliniquement, c'est une femme âgée de 40-60 ans avec des antécédents de maladies auto-immunes. La thyroïde, elle est impalpable, c'est-à-dire il n'y a pas de goitre. À l'échographie, c'est les mêmes caractéristiques de la thyroïdite d'Hashimoto, mais il y a l'atrophie qui est homogène au lieu d'un goitre. La thyroïdite du postpartum est aussi classée parmi les thyroïdites auto-immunes. Elle se manifeste 2 à 1 an après l'accouchement avec pratiquement 3 phases. Une phase initiale d'hyperthyroïdie, puis une hypothyroïdie plus ou moins guérissant. La femme peut garder l'hypothyroïdie qui nécessite un traitement substitutif. On parle de séquelles après une thyroïdite du postpartum, avec une possibilité sur le plan biologique de trouver des anticorps anti-TPO. Les thyroïdites granulomateuses sont classées parmi les étiologies de l'hyperthyroïdie, mais il faut noter que lors de la thyroïdite aiguë de Decker-20, c'est vrai qu'on a une phase de thyrotoxicose, on a une hyperthyroïdie en premier lieu, puis la phase de l'hypothyroïdie qui est transitoire et la récupération, elle est en 2 à 3 mois. Cliniquement, il y a un syndrome grippal, des myalgies, des courbatures, une douleur cervicale intense avec un goitre dur et douloureux. Un mot sur les médicaments pouvant donner une hypothyroïdie. Il y a la cordarone anti-arythmique qui peut donner une hyperthyroïdie, une hypothyroïdie, les deux. Il y a le lithium, il y a l'interféron. Concernant les maladies infiltratives pouvant donner une hypothyroïdie, il y a les maladies constitutives d'un granulome, la tuberculose et la sarcoïdose. La tuberculose souvent avec nécrose caséeuse, la sarcoïdose, un granulome sans nécrose caséeuse. Le lymphome soit secondaire à la maladie d'Hashimoto, soit indépendamment de la thyroïdite d'Hashimoto. Il y a les maladies de surcharge, l'amylose par dépôt de protéines bêta-amyloïdes antiparallèles et l'hémochromatose par dépôt d'hémosidérine et de fer. La carence et la surcharge iodée sont classées parmi les étiologies de l'hypothyroïdie sans anticorps. Concernant la carence iodée, elle survient sur un terrain avec des antécédents familiaux, avec une origine géographique particulière. C'est un argument de fréquence. C'est la première cause de l'hypothyroïdie dans le monde. Cliniquement, on retrouve un goitre ancien, volumineux et homogène. Sur le plan biologique, il y a une diminution plus profonde de T4 par rapport à T3 avec des anticorps négatifs avec une durée des 24 heures diminuée. À l'échographie, on retrouve un goitre. Concernant la surcharge iodée, le mécanisme soit dépôt d'iode lui-même, c'est-à-dire surcharge de l'iode lui-même, soit
dans le cadre de l'iatrogénie, c'est-à-dire le cordarone, qui contient 75 mg d'iode. Il faut noter que les antithyroïdiens de synthèse aussi peuvent donner une hypothyroïdie par surcharge. Quel est le mécanisme? Par l'effet Wolff-Chaïkov, c'est-à-dire un blocage d'organification de l'iode pour éviter l'hyperthyroïdie en cas de surcharge. Sur le plan paraclinique, les anticorps sont négatifs, une échographie qui est tout à fait normale. Donc gardez en tête que et la carence et la surcharge iodée peuvent donner une hypothyroïdie. Devant des signes cliniques d'hypothyroïdie, devant des signes biologiques orientant vers une hypothyroïdie, il faut doser en première intention la TSH qui va poser le diagnostic de l'hypothyroïdie. Puis, on dose la T4 libre. Il faut noter que le dosage de la T3 est inutile. On dose la T4 pour classer cette hypothyroïdie, soit en hypothyroïdie frustre ou hypothyroïdie patente, et pour savoir la profondeur de cette hypothyroïdie. Également, un bilan immunologique étiologique pour cette hypothyroïdie. On dose les anticorps anti-TPO. S'ils sont négatifs, on peut doser les anticorps anti-thyroglobulines, surtout dans le cadre de la thyroïdite d'Hashimoto. On peut par la suite doser les TRAB, les anticorps anti-récepteurs de la TSH, et une échographie sera également recommandée en deuxième intention. On peut également doser la iodurie et la iodémie pour pouvoir identifier l'étiologie de cette hypothyroïdie. Prise en charge de l'hypothyroïdie. Le lieu, c'est en ambulatoire, sinon compliqué. Sauf si comorbidité, complications, un risque, il faut hospitaliser le patient. Le traitement est à la fois substitutif et étiologique. Le traitement substitutif, c'est l'hormonothérapie à vie, après avoir éliminé une insuffisance surrénalienne associée, un ECG avant le traitement et à chaque modification de la posologie. Le traitement est le levothyrox peros, 1,5 microgrammes par kilo au début, puis augmentation progressive des doses jusqu'à ce que la TSH soit dans les normes. Il y a des particularités. Donc, l'éducation, une contre-indication à l'automédication, ne jamais arrêter le traitement. Il faut éduquer le patient avec une carte d'hypothyroïdien, avec une grossesse programmée. Le traitement étiologique, c'est un arrêt de tout traitement responsable, sinon indispensable. Substitution si arrêt impossible, correction d'une carence iodée. Concernant la thyroïdite, surtout d'Hashimoto et de Decker-20, on peut donner des ANS et des corticoïdes, mais c'est très rare. Concernant le sujet âgé, les doses doivent être minimales, avec une majoration mise en place d'un traitement cardioprotecteur, des bêta-bloquants, des rivintrés, des inhibiteurs calciques, une prise en charge cardiovasculaire, un sévrage tabagique, une prise en charge d'une dyslipidémie. Concernant la prise en charge d'une hypothyroïdie patente, si le sujet est non coronarien âgé moins de 70 ans, on commence par une posologie de 1,5 microgrammes par kilo de la levothyroxine. Si le sujet âgé ou coronarien, on commence par une dose initiale de 12,5 microgrammes par jour. Chez le coronarien, il faut faire un ECG hebdomadaire et on augmente les doses progressivement selon que la TSH soit dans les normes ou les signes cliniques disparaissent. Parce que chez le sujet âgé ou coronarien, le but n'est pas toujours de normaliser la TSH, mais surtout de normaliser les signes cliniques. Gardez en tête que l'hypothyroïdie frustre ne nécessite pas toujours un traitement, c'est l'apanage du spécialiste. Si le risque est élevé de conversion en hypothyroïdie patente, c'est-à-dire la TSH supérieure à 10 ou présence d'anticorps, on préfère traiter le patient. Si le risque est faible de conversion, c'est-à-dire la TSH inférieure à 10 unités et absence d'anticorps, on préfère surveiller la TSH à 6 mois puis à 1 an. Si le risque il est intermédiaire, il y a une discussion selon l'échographie du patient, selon la cinétique de la TSH,
selon les antécédents familiaux et personnels du patient. Donc, gardez en tête que l'hypothyroïdie frustre ne nécessite pas toujours un traitement. Concernant le traitement intercurrent nécessitant d'augmenter la levothyrox, il y a surtout les médicaments agissant sur l'absorption intestinale. C'est-à-dire, il y a des patients qui prennent des alginates, des pansements gastro-intestinaux. Il faut penser à augmenter la dose de la levothyrox, surtout si la prise elle est à long cours. Donc, il y a le sulfate de fer, les carbonates de calcium, l'hydroxyde d'aluminium, la cholestéramine. Concernant les complications de l'hypothyroïdie et à côté des complications cardiovasculaires citées avant, un type de péricardite myxœdémateuse et insuffisance coronarienne masquée par l'hypométabolisme, les troubles de conduction, les BAV, les syncopes et le syndrome d'apnée de sommeil, il faut noter le coma myxœdémateux, qui est une complication rare mais grave qui survient chez une femme âgée sans suivi médical, avec le plus souvent un facteur déclenchant à toujours rechercher, à toujours traiter, souvent une infection, une hypothermie, un traumatisme, une chirurgie ou prise de sédatifs. Cliniquement, il y a une majoration des signes cliniques de l'hypothyroïdie avec des signes généraux à type d'altération de l'état général, d'hypothermie, neurologique à type de trouble de conscience, un syndrome confusionnel, une bradycardie, risque d'obstruction des voies aériennes supérieures à côté d'une bradypnée, un coma aréflexique, une convulsion. Sur le plan paraclinique, une majoration de l'hyponatrémie, une augmentation des CPK avec une hypoventilation alvéolaire. S'il y a l'association à une hypercalémie, une hypoglycémie associée, il faut penser à une insuffisance surrénalienne dans le cadre d'un syndrome de Schmitt. À la fin, un aparté sur l'hypothyroïdie et grossesse. Notez que l'hypothyroïdie est une source de complications maternelles. On peut retrouver une HTA gravidique, une prééclampsie, une hémorragie du postpartum, une menace d'accouchement prématuré, également source de complications fœtales. Notez que lors de la grossesse, il y a une diminution physiologique des hormones thyroïdiennes nécessaires et indispensables à la nourrition. Donc, lors de la grossesse, pensez à augmenter la dose de la levothyrox tout en gardant la TSH inférieure à 2,5 unités internationales. On peut retrouver un retard de croissance intra-utérin, une souffrance fœtale aiguë, une prématurité, également une hypotrophie à la naissance, un retard mental. Merci pour votre attention et à bientôt.